Après 16 jours dans l'espace, la première spationaute française, Claudie André Dehaye, est de retour sur Terre. Rentrée des classes demain, près de 10 millions d'élèves reprendront le chemin de l'école. Aujourd'hui, c'était le jour des profs. L'état de santé des Français avec une note positive, l'allongement régulier de notre durée de vie. Décroche les étoiles au Festival du cinéma de Deauville, un film dont le héros s'appelle Gérard Depardieu. Madame, monsieur, bonsoir. La spationaute française Claudie André Dehaye a de nouveau les pieds sur Terre. Elle est rentrée aujourd'hui d'une mission de 16 jours dans l'espace, dans la station spatiale russe Mir. Claudie André Dehaye est en pleine forme. Patrice Pellet et à Moscou, Dominique Derda. Encore quelques marches à descendre, et cette fois-ci la mission Cassiopée est définitivement terminée. L'arrivée pour Claudie sur l'aéroport de Moscou est réservée d'abord à la famille et à sa mère. Ce matin, c'est avec seulement 30 petites secondes de retard sur l'horaire que s'est posé le Soyouz dans la steppe du Kazakhstan. Un atterrissage parfait. Le Soyouz s'est posé bien droit à la verticale. Claudie est rayonnante. 6 heures plus tôt, c'était l'adieu à l'équipage, puis la lente séparation du Soyouz avec la station Mir. Après 16 jours dans l'espace, on le voit bien, Claudie semble en pleine forme. En revanche, pour Yuri Outsatchev, le retour sur Terre prend une allure plus délicate. Ces 195 jours dans l'espace l'ont considérablement affaibli. Il est épuisé, lentement, on le dépose sur son fauteuil, puis on le soigne. Ensuite, c'est l'épreuve de vérité, celle de la marche. Claudie refuse d'être portée, elle se sent bien. Bouquet de fleurs et premières impressions. C'était super, vraiment très très bien, et toutes les phases, aussi bien le travail que le retour. Mais pour Oussatchev, rien de tout cela. Direction la tente de surveillance médicale, où l'a déjà précédée Claudie André Dehaye, qui a déjà retrouvé sa trousse de maquillage. Elle sait que la photo historique de la première Française dans l'espace, c'est maintenant avec l'équipage. Quelques minutes plus tard, direction Moscou et la Cité des Étoiles pour la traditionnelle cérémonie du pain et du sel. J'ai vécu 15 jours superbes, irréels, fascinants. C'était splendide. Je suis très très heureuse d'avoir vécu ça. Avec l'envie de recommencer? Avec l'envie de recommencer, bien sûr. Message reçu, ce soir le CNES ne peut plus ignorer que cette femme-là est toujours partante pour l'espace. 16 jours dans l'espace, un tel voyage n'est pas gratuit. Le ticket vaut même très cher. C'est pour cette raison que le ministre des Postes, des Télécommunications et de l'Espace, François Fillon, a signé aujourd'hui un accord pour que le prochain séjour d'un astronaute français dans les airs dure au moins 2 mois. Jean-Claude Delanic. Pour envoyer Claudie André Dehaye 16 jours dans l'espace, la France a payé 80 millions de francs aux Russes. Un ticket de vol qui comprend l'entraînement à la Cité des Étoiles, le lancement par une fusée Soyouz et le séjour dans la station Mir. C'est cher, mais les Russes qui ont compris depuis longtemps les lois du marché capitaliste savent que les pays européens ne peuvent pas être absents scientifiquement et politiquement de la conquête spatiale. Les Américains, eux, ne font pas payer les astronautes étrangers, mais ils n'accordent les tickets de vol qu'au compte-gouttes. Et de toute façon, leurs navettes ne sont pas faites pour voler longtemps. Alors, puisqu'il faut bien pour l'instant passer par les Russes, la seule solution, c'est d'obtenir en quelque sorte des locations longue durée dans Mir, plus rentables financièrement et scientifiquement. Nous avons cet après-midi signé avec les Russes un accord qui va permettre l'organisation d'un vol de 4 mois qui aura lieu au début de 1999 et qui sera préparé d'ici là par un vol de 3 semaines qui aura lieu fin 97, début 1998. Doublure de Claudie pour la mission Cassiopée, Léopold Eyart devrait être le prochain cosmonaute français dans Mir. Quant aux passagers du vol de 4 mois en 1999, il ne sera désigné que dans quelques mois, mais déjà, ce ne sont pas les candidats qui manquent. Retour à des choses plus terre-à-terre. Demain matin finit la grasse matinée pour plus de 10 millions d'écoliers et de collégiens français. Dès aujourd'hui, c'était leurs profs qui retrouvaient leur salle de classe. Marie-Pierre Farkas, Marie-Pierre Cassignard. Bonjour. Éléonore Varlet présente. La rentrée des enseignants commence comme celle des élèves par l'appel des petits nouveaux. En techno, monsieur Bourfis. Puis le principal demande à toute son équipe d'observer une minute de silence. Je vous demande de vous lever, s'il vous plaît.
Un hommage au professeur de Dax, assassiné cet été par un ancien élève. Voilà, alors ça fait 20 ans je suis dans cette salle, la 20e rentrée ici. Le ton de la rentrée est donné. Les grandes lignes du plan Bayrou contre la violence ont été détaillées. Éléonore prend maintenant possession des lieux, pas seule. Un habitué de la maison l'accompagne, et c'est tant mieux, parce qu'elle n'a pas eu trop le temps de se faire à ses nouvelles fonctions. La préparation, elle est assez courte, puisque le rectorat m'a prévenu officiellement 4 jours avant la rentrée. Donc je ne savais pas du tout où j'allais, je ne connaissais pas Montfermeil, je n'avais pas demandé de zone sensible. Ne parlons pas des choses qui fâchent, les choix de l'administration sont impénétrables. Sur la photo de famille, il y a 13 enseignants novices pour la cuvée 97 du collège Picasso, mais il manque 5 anciens qui connaissaient bien le terrain. Cette rentrée, elle est humainement difficile parce que pèse quand même dans notre tête le fait que 5 maîtres auxiliaires qui étaient en poste ici l'année dernière ne sont pas réemployés à ce jour. Éléonore n'a pris la place de personne, mais les syndicats l'ont déjà averti qu'ils avaient décidé une grève de soutien aux maîtres auxiliaires chômeurs jeudi et vendredi. En une journée, la débutante a fait ses classes. Ce matin, le ministre de l'Éducation, M. François Bayrou, tenait une conférence de presse. Au printemps dernier, il avait annoncé sa volonté de faire en sorte que l'école soit à nouveau un sanctuaire de tranquillité et d'éducation. Il l'a répété ce matin, d'une certaine façon, en appelant les parents à apprendre à leurs enfants le respect de l'école et des enseignants. Françoise David, Christian Leroux. Des policiers en faction devant un collège, c'était l'hiver dernier. La violence avait fait irruption dans certains établissements de banlieue. Agressions physiques et verbales contre des professeurs, déprédation des locaux scolaires et du matériel, intrusion d'éléments étrangers à l'école, la violence dans les établissements scolaires faisait la une des journaux. 9 mois après, le ministre de l'Éducation nationale s'adresse aux parents. Et il me semble qu'il est donc normal de faire en cette rentrée un appel pour que les Français soutiennent davantage les enseignants, qu'ils les respectent et qu'ils transmettent ce respect à leurs enfants. C'est important pour l'école, mais c'est très important pour eux. Oui, parce que là, on avait évoqué les orientations. Pour protéger l'école de la violence, le gouvernement a décidé une série de mesures. Création d'une contravention pour intrusion, doublement du nombre des appelés présents dans les collèges, meilleure formation des professeurs des établissements sensibles. Certains enseignants restent sceptiques. Ça peut contribuer à améliorer le climat dans les établissements. Mais fondamentalement, ce qu'il faut faire, c'est permettre aux enseignants d'approcher de façon plus individualisée les jeunes qui ont de graves problèmes à l'extérieur de l'école et à l'intérieur de l'école. Nous ne pouvons pas le faire dans des classes à 27, 28. Les syndicats enseignants restent donc mobilisés pour obtenir des postes et des moyens supplémentaires. Alors parmi les nouveautés de cette année, une reprise en main des études du collège, avec notamment la possibilité d'un redoublement de la 6e et pour cette même classe, des programmes renouvelés. Reportage dans un collège de Sucy-en-Brie, en Ile-de-France. Chantal Quimerlin, Gilles Leblair. Pas question de rentrer sans trinquer quand on est prof. On trinque et on parle beaucoup des élèves qu'on attend bien sûr et des nouveautés qu'on leur a mijotées, surtout pour la rentrée des petites 6e. Il y a beaucoup de beaux projets qui sont en l'air. Certains sont même très intéressants. La plupart du temps, ce sont des effets d'annonce. Je pense qu'on sera ni meilleur ni pire que les autres. On se fera de toute manière avec les moyens du bord. On y croit ou n'y croit pas, les programmes de 6e sont allégés. L'élève doit comprendre, maîtriser tout ce qu'il apprend. Et tout ce qu'il apprend doit lui être utile dans la vie. En français comme en histoire géo, c'est nouveau. On parle de la vie au quotidien. Ce qui fait la différence, c'est qu'on essaye, on va essayer de redonner, enfin pas redonner, mais de donner quelques valeurs aux enfants. Et particulièrement, on met en exergue l'homme et la personne. C'est se connaître, respecter l'autre, respecter son voisin, respecter... 750 élèves arriveront demain dans ce collège. 10% ne sauront pas du tout lire en 6e, d'autres seront au contraire brillants. Pour réussir un collège, il faut gérer les différences. La mission du collège, c'est justement de se situer entre les deux, c'est-à-dire de ne négliger aucune de ces différences, de les prendre en charge et de faire en sorte que ces deux groupes d'élèves
arrive à quelque chose. Ici comme ailleurs, on a donc fait la rentrée avec la volonté de bien faire, mais on a aussi la certitude que dès demain, rien ne sera facile, ni avec les élèves, ni avec les parents. C'est pour cela d'ailleurs que dans ce collège, les parents pourront passer la première journée avec leurs enfants et pourront également déjeuner avec les professeurs. À l'occasion de la rentrée scolaire, nous évoquons régulièrement la fermeture d'écoles dans des régions rurales qui se désertifient. Cette fois-ci, c'est d'un heureux événement qu'il s'agit, la réouverture d'une école primaire dans un village de 200 habitants à Franc, en Gironde. François Privat, Philippe Ritten. Dans la classe, ça perce, ça tape, ça visse et ça fixe. Le préau et les sanitaires sont toujours en travaux. Après 10 ans de fermeture, une école primaire renaît. La petite commune de Franc, en Gironde, mise sur l'avenir. Tous travaux compris, quand tout sera fini, il y en a pour 1 million de francs. C'est un gros investissement. Ah oui, très gros investissement. Et c'est pour cette raison qu'on fait les travaux par tranche. Un regroupement scolaire avec les communes voisines a permis de rouvrir une classe qui accueillera dès demain matin maternelle et cours préparatoires. Une grosse responsabilité pour Emmanuelle, l'institutrice, dont c'est le premier poste. On se dit qu'il faut absolument que ça marche et que ça fonctionne. Et c'est quelque chose de très positif et qui amène vers un élan. Enfin, ça donne, c'est un peu comme un tremplin, voilà, je dirais. En même temps, un premier poste et une école qui réouvre. Un tremplin que cette commune de 200 habitants attend depuis fort longtemps. Perdue au milieu des vignes, elle a vu disparaître son épicerie et son bistrot. La renaissance de l'école est donc une occasion à saisir et cet après-midi, d'anciens élèves curieux déambulaient dans la cour qu'ils fréquentaient jadis. À l'époque, il y avait une quarantaine, presque 50 élèves. Bon, c'était les classes d'autrefois, vous savez, avec les classes, des grandes classes, mais il y avait un cours moyen, un cours élémentaire, dans la même classe, c'était tout regroupé. Ça fait plaisir de savoir qu'il y a les petits qui vont prendre notre relève, qui vont venir à notre place là où on était avant. C'est important une école dans un village. Mais, oui, c'est la vie. C'est la vie. Demain, ces bébés hirondelles qui habitent l'école en permanence pourront se faire de nouveaux copains. En Belgique, les enquêteurs continuent leur fouille dans la maison du pédophile Marc Dutroux à Jumet où pourraient être entrées d'autres victimes. Des recherches qui se sont étendues aujourd'hui à une maison voisine. Par ailleurs, c'est également la rentrée des classes chez nos voisins. Reportage dans la région de Tournai où les enseignants ont été amenés cette année à commenter cette affaire tragique devant les élèves et les parents. Anne Mourgue, Vincent Guérin. Plus jamais ça, tous ensemble, protégeons nos enfants, voilà ce que vous avez reçu. Avant de donner livre et emploi du temps, dans cette classe, on a parlé de Julie, de Mélissa, de Sabine aussi, enlevée par Marc Dutroux sur le chemin de l'école avant d'être libérée. Elle habite à quelques kilomètres. Les élèves sont graves, certains perturbés. Tous ont fait plus attention ce matin en venant à l'école. Il faut faire très attention aux voitures qui s'arrêtent. Et il faut être accompagné par un adulte dans les rues parce que c'est très dangereux. Et je peux m'en sortir pour aller faire des courses. Ils me disent d'être plus prudent. Les parents leur ont tous fait des recommandations. À la sortie, ils sont venus chercher leurs enfants, plus nombreux que d'habitude, plus anxieux aussi. Tous les parents, en ce moment, sont inquiets. Surtout qu'on ne sait pas ce qui va se passer, on ne sait pas si ça va continuer. Moi, j'ai l'impression que c'est une filière qui ne va pas s'arrêter. Et les gros, ils nous auront pas. Pour que ça ne recommence pas, le directeur a écrit aux parents. C'est surtout à eux, dit-il, de veiller sur leurs enfants. Dans l'école, les élèves sont encadrés d'un peu plus près, mais dehors, pas de dispositif de sécurité, juste quelques rondes de police discrètes. Les rondes de gendarmerie, de police, c'est vrai que ça peut dissuader, mais bon, combien de temps? Je ne sais pas. Aujourd'hui, à la fin des cours, à pied, en voiture ou en bus, les enfants sont tous repartis, accompagnés. Conférence nationale sur la santé organisée à Paris aujourd'hui et encore demain à huis clos. L'objectif est de soigner mieux en dépensant moins d'après les déclarations du ministre, M. Barrot. À cette occasion, le Haut Comité à la santé publique publie un état de santé général des Français qui commence par une note positive puisque notre durée de vie s'allonge régulièrement. Elisabeth Esley. Le premier constat est optimiste. Nous vivons de plus en plus longtemps.
En France, l'espérance de vie progresse de 4 mois tous les ans. Elle est actuellement de 74 ans pour les hommes et de 82 ans pour les femmes. Mais il n'y a pas de quoi pavoiser, car les inégalités sociales s'accroissent face à la mort. Entre 25 et 54 ans, le risque de décès est 3 fois plus élevé pour les ouvriers et employés que pour les cadres supérieurs et les professions libérales. Inquiétante aussi l'importance de la mortalité chez les hommes jeunes, entre 25 et 34 ans. Elle s'explique par l'impact du sida et des accidents de la route, mais également par le nombre des suicides, qui représentent 1 décès sur 5 dans cette tranche d'âge. Pour l'ensemble de la population, les causes de décès les plus fréquentes restent les maladies cardiovasculaires, 3 décès sur 10, suivis des cancers, 2 décès sur 10, celui du poumon restant le plus meurtrier. Mais c'est le cancer de la peau qui progresse de la façon la plus spectaculaire, 30% de décès supplémentaires en 5 ans. L'épidémie de sida, elle se stabilise avec 6 000 à 6 500 nouveaux cas par an. Quant aux inégalités géographiques, elles persistent, notamment dans le Nord-Pas-de-Calais, qui enregistre un taux de mortalité supérieur de 10% à la moyenne nationale. L'alcoolisme y est pour beaucoup, la prévention dans ce domaine donne des résultats fragiles. Même chose pour le tabac, globalement sa consommation est en baisse depuis la loi Evin, mais à 18 ans, plus d'un jeune sur 2 fume au moins 10 cigarettes par jour. Parmi les points noirs soulevés par ce rapport du Haut Comité à la santé, l'inégalité de plus en plus remarquable des Français face à la maladie. Pour lutter contre ce phénomène, à Tours, des médecins à la retraite ont monté une association qui se propose de soigner gratuitement ceux qui n'ont plus les moyens de payer. Nathalie Moisan, enquête. René Dursap a repris du service. À plus de 70 ans, ce médecin à la retraite passe encore ses journées au milieu des médicaments. Comme lui, ils sont une vingtaine de bénévoles à se relayer pour soigner gratuitement les plus pauvres. Ils ont tous répondu à l'appel de la Croix-Rouge. Gandé était président de la Croix-Rouge à ce moment-là, c'est pour ça qu'il a pu agir. Et c'était un médecin de notre génération et qui, quand il a su que nous prenions successivement notre retraite, a fait appel à ses camarades, à ses anciens camarades. Et puis c'est comme ça que le noyau s'est constitué. Chômeurs, RMistes, sans-abri, ils sont de plus en plus nombreux à attendre leur tour. 380 consultations il y a 7 ans, plus de 5000 cette année, souvent pour des médicaments. C'est des antibiotiques, ça ? C'est pour ces précieux antibiotiques que Monique est venue. Elle est trop riche pour obtenir une carte de santé qui lui assure la gratuité des soins, trop pauvre pour payer ses médicaments. Je n'ai pas de mutuelle et j'ai vu mon médecin généraliste pour une bronchite. J'ai fait une rechute et je n'ai pas d'argent pour acheter mes médicaments. Comme ses collègues, le docteur Dursap consulte un après-midi par semaine. Tout le matériel médical a été offert par des confrères ou des laboratoires. Parmi les patients, de plus en plus de jeunes de 18 à 25 ans. Primo, beaucoup d'entre eux n'ont pas le RMI. Deuxièmement, eh bien, ça, que très souvent ils sont chômeurs, ils n'ont pas de travail. Du coup, ces patients n'ont souvent aucune couverture sociale. Pour faire face à cette demande nouvelle, les médecins du centre attendent le renfort de collègues plus jeunes. 20 tonnes de cannabis saisies dans un entrepôt à Rouen. C'est la plus importante prise jamais réalisée en Europe par l'Office central de répression des stupéfiants avec le concours de la police judiciaire de Rouen. Ce trafic serait en relation directe avec le cartel de Cali en Colombie qui serait à l'origine de l'expédition de ce stock de drogue sur un cargo allemand. À Montpellier, 48 heures après le meurtre de la petite Marie-Lou, une adolescente de 13 ans tuée par balle sur son balcon, une information judiciaire a été ouverte. À cette occasion, les policiers ont découvert que plusieurs des habitants de la cité étaient possesseurs d'armes et il est pratiquement certain ce soir que la jeune Marie-Lou a été tuée d'une balle de 22 longs rifles. Arnaud Boutet, Iberio Cruz, enquête. Une douille de carabine 22 longs rifles retrouvée dans l'herbe au pied d'un immeuble. La découverte a eu lieu par hasard vers 17h30. Les enquêteurs du SRPJ qui interrogeaient depuis le début de l'après-midi les habitants ont alors concentré leurs recherches vers ce bâtiment. Autre élément, une trace de dérapage de moto proche de la douille. Nous sommes à 200 mètres du point où Marie-Lou a été touchée, mais des arbres et des sapins masquent la vue. Un tireur n'aurait pu correctement viser de cet emplacement, ainsi qu'à partir d'une des fenêtres de l'immeuble. Alors, les policiers vont poursuivre leurs recherches dans les autres bâtiments. Plusieurs armes à feu ont été saisies lors de perquisitions et les angles de tir présumés restent très nombreux dans la cité. Le dialogue, toujours et encore 48 heures après la mort de Marie-Lou. Il s'agit de recouper toutes les informations avec cette fois-ci des moyens importants pour faire oublier l'échec de la première enquête engagée il y a 3 semaines lorsqu'un tireur avait ouvert le feu sur un groupe de jeunes sans les toucher.
C'est donc très certainement une carabine de 22 longs rifles que le tueur a utilisée pour assassiner la petite Marie-Lou. En France, vous vous en souvenez peut-être, les pouvoirs publics ont entrepris un recensement général des armes à feu en circulation. Et il faut savoir que très récemment encore, eh bien, les calibres 22 longs rifles étaient en vente libre. Valérie Fourniou, Thierry Curtet. Le calibre 22 longs rifles, le plus courant en France parce que le moins cher. Un calibre soumis à autorisation par décret depuis le 6 mai 1995. Tout propriétaire d'une arme 22 longs rifles doit la déclarer en préfecture. Les pistolets étaient déjà interdits à la vente. Toutes les armes de 22 longs rifles doivent être soumises à déclaration comme toutes les armes avec un canon rayé. Est-ce que ce type d'arme est une arme dangereuse? Toute arme est dangereuse. C'est la moins dangereuse des armes. Maintenant, elle est dangereuse. Si la législation sur les armes est d'une extrême complexité, depuis un an, toutes les armes à canon rayé, de chasse, de tir sportif ou de défense sont soumises à autorisation. Celles achetées avant le 6 mai 1995 doivent être déclarées aux autorités préfectorales ou à la gendarmerie. Un récépissé est remis au propriétaire, aucune enquête judiciaire n'est réalisée. En revanche, pour les armes achetées après le 6 mai 1995, une autorisation de la préfecture est nécessaire avant l'achat. Une autorisation valable 3 ans, délivrée après enquête de police et consultation du casier judiciaire. Les autorités entendent ainsi recenser les armes en France. Dernier délai pour les déclarer le 31 décembre 1996 sous peine de poursuite pénale. À Aix-en-Provence, le fiancé de Christelle Villeneuve, cette jeune femme retrouvée morte samedi dernier, 5 jours après sa disparition, a été mise en examen pour enlèvement, séquestration et homicide volontaire, bien que pour l'instant, le jeune homme n'ait fait aucun aveu. En Corse, en présence de leurs parents venus leur dire au revoir sur l'aéroport d'Ajaccio, 6 des 7 militants nationalistes entendus depuis 3 jours au commissariat d'Ajaccio ont donc été transférés aujourd'hui par avion pour être présentés à Paris devant le juge de la section antiterroriste qui doit les entendre. On parle beaucoup de baisse des impôts en ce moment, mais pour ce qui concerne la taxe d'habitation, au moins les impôts locaux, la tendance, disons, est plutôt à l'augmentation. 7,5% en moyenne pour toute la France. Laurent Bailly. Vert, jaune, bleu et rouge, les impôts locaux annoncent la couleur en ce moment dans nos boîtes aux lettres et ça fait mal. 7,5% d'augmentation pour la seule taxe d'habitation, c'est 2 fois plus que l'an dernier. On n'est plus en année électorale, alors régions, départements et surtout les villes augmentent les taxes sans trop de remords. Selon les municipalités, les montants sont très variables. À Roubaix, cette année, la taxe d'habitation, c'est 900 francs par habitant. À Paris, elle dépasse nettement les 1000 francs et même les 2000 francs dans la ville de Nice. En fait, toutes les villes augmentent leurs dépenses de fonctionnement, alors la taxe d'habitation suit le mouvement, plus 50% en 10 ans. Et puis, plus les villes sont endettées, plus ça joue sur l'addition. Avec tout de même un contre-exemple à Toulouse. La dette par habitant représente 410 francs par an contre 25 000 francs pour Avignon, mais la taxe d'habitation y est plus chère de 500 francs. Enfin, il y a certains projets immobiliers dispendieux qui se répercutent sur le contribuable. Exemple, avec cet immeuble du Conseil général des Bouches-du-Rhône, le plus cher de France, il a coûté 1 milliard de francs aux Marseillais. Près de 30% d'immatriculation en plus sur le marché automobile français au mois d'août. Un bon chiffre qui a une explication principale, du moins. Les Français profitent de la prime Juppé qui expire normalement fin septembre. Patrice Velay, Florence Duprat. Un joli mois d'août pour les constructeurs. Malgré les vacances, les ventes se sont envolées, plus 29,4% par rapport au même mois en 1995. Le meilleur chiffre depuis 6 ans. À cela, une cause principale, la Jupette et sa mort programmée pour la fin septembre. Un tiers des ventes du mois dernier lui sont dues. Gonflé en août, l'avenir du marché automobile s'annonce incertain et en plus les clients ont pris de mauvaises habitudes. Les primes telles que nous les connaissons aujourd'hui détruisent complètement dans l'esprit du client le véritable prix d'une voiture. Il faut laisser les professionnels vendre leurs voitures avec des prix compétitifs et des mesures adaptées. Les constructeurs ont déjà anticipé les difficultés. Exemple, 3 jours chômés d'ici la fin de l'année chez Peugeot-Poissy, 9 jours chez Citroën à Rennes. La Jupette sera-t-elle remplacée? Matignon réfléchit et sait bien que le marché guette un signe, mais rien n'est décidé pour le moment. Les constructeurs devront s'adapter aux nouvelles exigences des consommateurs. La plupart envisagent des opérations promotionnelles dès le mois d'octobre.
L'actualité internationale, désescalade au Kurdistan. Les troupes irakiennes sont en train de se replier après une offensive de quelques jours pour mater, selon Bagdad, des milices kurdes favorables au régime iranien. Washington observe avec circonspection, mais un réel soulagement, ce retrait. Philippe Gassot à Washington. Tous les témoins semblent d'accord pour constater que les chars et l'armement lourd irakien ont été redéployés au sud du 36e parallèle. Cependant, ce retrait n'a pas mis fin aux affrontements interkurdes entre pro-irakiens et pro-iraniens. Les victimes se compteraient par centaines. Décidément, dit-on à Washington, Saddam Hussein a le chic pour se placer dans des situations inextricables. Ou alors, il teste les réactions d'un président américain en campagne. Dans quelques semaines, l'embargo total, vieux de 6 ans, avait une bonne chance de se desserrer. Après l'attaque d'Erbil, c'est une autre histoire. De son côté, le président Clinton a fait le tour des alliés. Une façon de gagner du temps, dit-on chez les républicains, ses adversaires politiques. Les États-Unis n'ont rien fait, si ce n'est que rejoindre le Conseil des Nations Unies avec de faibles discours. C'est Léon Panetta qui s'exprime pour la Maison-Blanche. Nous avons prévenu que si de telles actions étaient entreprises, il y aurait des conséquences, et il y aura des conséquences. L'armée a été placée en état d'alerte, qu'il s'agisse de la Navy ou de l'aviation. On attend maintenant les décisions de Washington. Mort en 1974, le général Perón, l'ancien dictateur argentin, n'aura pas eu depuis un repos, disons, très paisible. Par 2 fois déjà, son corps a été transféré, son cercueil profané, et aujourd'hui, à Madrid, une femme de 62 ans affirme être sa fille. Elle a donc demandé une nouvelle exhumation du corps du général afin de prouver son identité. Dorothée Olyric. La ressemblance avec Perón est frappante. Marta Holgado bataille depuis des années dans les tribunaux pour être officiellement sa fille. Maintenant, si Dieu le veut, je vais prouver qui je suis. Je suis Lucia Virginia Perón, que cela vous plaise ou non. Première victoire de Marta, elle a obtenu que l'on exhume le corps de l'ancien président argentin pour effectuer un test ADN de recherche en paternité. Déjà exhumé une première fois, le cadavre de Perón avait aussi été profané. Une sombre histoire où des escrocs lui avaient coupé les 2 mains pour avoir ses empreintes et à la clé, l'accès à ses comptes en Suisse longtemps tenus secrets. Officiellement, Perón n'a jamais eu d'enfant d'aucune de ses 3 épouses. Certains disent qu'il était impuissant, d'autres stériles. Mais Marta ira jusqu'au bout de son combat. Elle peut y gagner un père de légende, mais aussi une redistribution de l'héritage. Des biens que se dispute déjà Isabelita, la dernière épouse du président, et les 2 sœurs d'une Madone que les Argentins n'ont jamais oubliée, Evita Perón. Le pilote automobile de Formule 1 allemand, Michael Schumacher, est arrivé cet après-midi à Sarajevo pour participer à une opération de charité en faveur des enfants bosniaques victimes de la récente guerre dans cette région. Puis la Formule 1 encore avec les mystères et la dure loi de ce sport automobile. Alors qu'il est en passe de devenir champion du monde pour le compte de l'écurie Williams-Renault, le pilote anglais Damon Hill est remercié. Différent entre hommes ou affaire de gros sous, en tout cas, il est à remarquer que l'écurie anglaise se sépare régulièrement de ses stars alors qu'elles sont au sommet. C'est le cas de Nelson Piquet, le Brésilien, de Mansell ou encore de Prost. Laurent Frédéric Bollet. Ce profil doit faire face à une situation délicate. Le probable champion du monde 96 a été remercié hier par son employeur Frank Williams. L'avocat de Damon Hill l'a confirmé, en 97 l'Anglais pourra aller piloter ailleurs, malgré le passé, malgré les espoirs. Tous les membres de cette équipe sont en quelque sorte ma famille et depuis longtemps. Je m'entends très bien avec tout le monde et j'aimerais vraiment rester en 97 avec le numéro 1 sur ma voiture. Une fois de plus, le chef d'entreprise Frank Williams, 54 ans, tétraplégique depuis 10 ans, n'a pas fait de sentiment. Une fois de plus, le pilote vedette de l'écurie va partir en fin de saison. C'était déjà arrivé avec Nelson Piquet en 87. Mansell était alors le chouchou, il ne discutait pas. Mais 5 ans plus tard, alors que Mansell cueille son seul titre mondial, il devient gourmand financièrement, on lui montre le chemin de la porte. Dès l'année suivante, c'est Alain Prost qui lui succède. Le Français obtient son 4e titre, mais surprise, on le pousse plus ou moins vers la retraite 1 an avant l'échéance du contrat. Celui qui le remplace est Ayrton Senna, autre épilogue bien sûr, mais autre histoire avortée. Damon Hill rejoint donc la liste des bannis de Williams. On dit que c'est pour une raison d'argent, ça n'est pas certain. Hill ne gagnait cette année que 40 millions de francs, une misère comparée à Michael Schumacher chez Ferrari, 20 000 francs de l'heure, 500 000 francs par jour, 185 millions de francs par an. Les pilotes de F1 sont toujours bien payés, on le sait. Frank Williams a peut-être voulu engager un autre Allemand, Frentzen, pour récupérer le moteur BMW en 98 après le retrait de Renault.
Tant pis pour l'Angleterre, tant pis pour l'élégance, tant pis pour Damonil. L'actrice réalisatrice de cinéma Christine Pascal, 42 ans, vient de se donner la mort. Elle était soignée pour des troubles psychiatriques. Elle fut l'héroïne de L'Horloger de Saint-Paul ou encore de Que la fête commence, 2 films de Bertrand Tavernier. Réalisatrice elle-même, elle proposa également 3 rôles à l'acteur Richard Berry. Thierry Didier Daou, interview. Elle avait la grâce, elle avait une sensibilité absolument magnifique. Elle avait le sens de la vérité. C'est quelqu'un qui disait ce qu'elle pensait. Puis en même temps, elle était très secrète, très fragile. C'était une femme formidable, quoi. Moi je l'aimais. Au Festival du cinéma à Deauville, présentation du film Décroche les étoiles, réalisé par Nick Cassavetes, le fils du célèbre réalisateur américain. L'héroïne du film est sa propre mère, Gena Rowlands, en compagnie de Gérard Depardieu, Nicole Cornu-Langlois, Jean-Louis Molin. Et voici le trio que l'on attendait tant, Gena Rowlands, entourée de son fils Nick Cassavetes et de leur ami Gérard Depardieu. Ensemble, ils nous présentent un film fragile, mais suffisamment fort pour consolider leur amitié et l'amour d'un fils pour sa mère. Histoire d'une femme veuve, solitaire, qui s'attache d'abord au fils d'une voisine. Take something away. Good. Expert. Really good at something. L'idée directrice du scénario de Nick était vous n'avez pas besoin de mourir pour être réincarné, profitez de tout ce qui se présente à vous pour revivre, et il a dit allons-y, moteur. Elle va tout à coup balayer tout son passé, s'affranchir des conventions, devenir indépendante en rencontrant un homme de passage, son complice et ami Gérard Depardieu. Un espoir pour tous les deux, une relation vécue avec énormément de sérénité et de chaleur. I had a good time tonight, Mildred. You're a real piece of work. 100% woman. C'est vrai que l'idée de ce camionneur qui sillonne les États-Unis seul dans son camion peut rêver. Et il est bien obligé de se rendre compte qu'il n'est que seul dans son camion et que sa vie est derrière. Et que je pense que c'était une surprise aussi, autant pour lui que pour Mildred. Une comédie sentimentale, tout en humour, délicatesse, sans concession, qui a permis à Nick Cassavetes de sortir de l'ombre de son père et de retrouver sa mère. Cinéma encore à la Mostra de Venise, les hasards du calendrier ont fait que 2 films éminemment politiques ont été présentés simultanément. L'un sur le conflit palestinien, l'autre sur le drame de l'Irlande du Nord. Reportage Pascal Deschamps, Christophe Hérault. Excusez-moi, est-ce que vous savez ce que c'est la Mostra de Venise? Le Mostra de Venise, par rapport au cinéma, je pense, mais j'en sais rien. Oui, du cinéma, et il y en aura pour tous les goûts. Des paparazzis et des starlettes, comme dans tous les festivals. Mais à la différence du Festival de Cannes, la Mostra de Venise ouvre aussi ses salles au public. Et ça donne quelques-unes de ces trop rares rencontres entre cinéastes et spectateurs, comme à l'occasion de la projection du film palestinien Chronique d'une disparition. Le réalisateur évoque l'occupation israélienne avec un ton décalé qui n'exclut pas le désespoir. La paix a été brisée, mais on aurait pu le prévoir pendant le tournage du film en fait. Et on le voit bien aujourd'hui. Un autre conflit sur l'écran, celui de l'Irlande, avec le film Michael Collins. Le réalisateur d'Entretien avec un vampire, Neil Jordan, raconte l'histoire du leader nationaliste irlandais qui, dans les années 20, a contraint par la violence terroriste les Anglais à négocier. Un film très attaqué en Angleterre, avant même sa sortie. Collins a combattu avec les seuls moyens possibles, mais il n'a jamais été impliqué dans une action terroriste qui visait des civils. Il disait simplement à ses ennemis, si vous collaborez avec ceux qui terrorisent la population irlandaise, nous vous abattrons. Et c'est ce qu'il a fait. Et parce qu'il dirigeait une armée de soldats sans uniforme, il est en disgrâce aujourd'hui.
5 garçons qui font surgir un peu de politique sur l'écran, 5 garçons dans le vent de la polémique. La Mostra, qui donna il y a 30 ans le Lion d'Or à la bataille d'Alger, reste plus que jamais fidèle à sa réputation. Décidément, la Russie, ex-Union soviétique, est en train de devenir un vrai pays capitaliste et exploite tous ses souvenirs historiques, même si certains sont de sinistre mémoire. Ainsi, aujourd'hui, des organisateurs de voyages vous proposent de vivre quelques jours dans l'une des magnifiques propriétés que Staline s'était fait aménager sur les bords de la mer Noire. Bernard Lebrun. La fin des vacances ? Pas pour tout le monde, et surtout pas pour ces Russes et Ukrainiens qui ont payé très cher leur séjour dans cette datcha historique. Et le plus incroyable, c'est que l'hôtel affiche complet. Ni le prix de 750 000 francs la nuit, ni le passé de l'ancien propriétaire ne repousse la clientèle. Une clientèle qui ose prendre le thé avec le sourire en compagnie de cette mauvaise copie du dictateur. Je pense que c'était un grand personnage et que son esprit continue de vivre ici, à tel point que j'ai demandé au directeur s'il n'avait pas vu son fantôme. Un fantôme qui suffirait à faire fuir les plus audacieux de ces nouveaux riches. Sur ce bureau offert par le camarade Mao, Staline aurait signé plus d'une exécution. Mais à 2 pas d'ici, cela ne coupe pas l'appétit de ces 2 pensionnaires de l'hôtel, Joseph Staline. Cet été, nous avons pratiquement rempli les 11 chambres de la datcha à 100% de leur capacité. 43 ans après la mort de Yossif Djougachvili, dit Staline, sur les bords de la mer Noire, le temps semble suspendu, sans plus autre forme de procès. Dans un instant, la météo, Sophie Davant, au programme Soleil et fraîcheur. Attention en Méditerranée où les orages vont sévir. 0h25, l'édition de la nuit, Patrice Randen. Demain à 7h50, dans les 4 vérités, Gérard Leclerc recevra Jean-Marie Speth, président de la Caisse nationale d'assurance maladie. À 13h, le journal avec Patrick Chen. Je vous retrouverai pour ma part demain soir à 20h. Je vous souhaite une excellente soirée sur notre chaîne. Bonsoir.